Merci beaucoup, Mathieu. Bon matin, bonjour tout le monde. Bien heureux d'être parmi vous. Mon collègue Christian Dubé qui est à distance avec nous. Madame Édith Cloutier, bonjour Édith, de te revoir. Madame Tania Serrois qui est avec nous à distance. Monsieur Oscar Kistabiche, très heureux de vous revoir, Oscar, président du conseil d'administration du Centre d'amitié autochtone. Madame Caroline Roy, qui est du Centre intégré de santé et services sociaux. Mesdames, Messieurs, j'ai avec nous aussi aujourd'hui M. Jacques Arnois, qui est du bureau de Pierre Dufour, qui est avec nous. Merci beaucoup, Jacques, d'être avec nous aujourd'hui. Alors, très heureux d'être avec vous. Edith, très heureux de vous retrouver. Donc, on était ensemble en 2015, dans des circonstances complètement différentes. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une annonce qui est extrêmement importante. Et c'est une troisième annonce dans le plan G-Espoir, une annonce en matière de santé et services sociaux. Je remercie Christian Dubé. C'est notre troisième annonce. Ça vous démontre à quel point le volet santé et services sociaux est extrêmement important pour nous. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait comme annonce, c'est un montant de 27,4 millions que le gouvernement du Québec consacre à l'amélioration de l'offre des services en santé et de services sociaux dispensés aux personnes autochtones. Comme vous savez, il y a le plan G-Espoir qui existe, qu'on a enclenché depuis le mois d'octobre dernier. C'est une somme de 200 millions. Alors aujourd'hui, je vous disais que c'est la troisième annonce, c'est près du quart des sommes qu'on annonce dans le plan G-Espoir qui sont concentrées en matière de santé et services sociaux. C'est pour vous démontrer à quel point c'est important. Il y a deux volets à notre annonce aujourd'hui. Premier volet, c'est une somme de 12 millions pour le Centre d'amitié autochtone ici de Val-d'Or, avec le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, qui va nous permettre de solidifier ce qui est déjà très bien, ce qui était entrepris ici. Et vous savez que la clinique qui est opérée ici, c'est un exemple qui a été cité par la commission Vien, qui a été cité tout récemment par la commission Laurent aussi comme étant un exemple à suivre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient consolider au niveau financier avec le 12 millions. Et on va faire des petits. On va en avoir d'autres exemples comme ça ailleurs au Québec. Donc, on a un 15 millions qui va être utilisé pour prendre cet exemple, ce bel exemple qui est ici, qui a été souligné par la commission Vien. On répond à 2 appels à l'action, les appels 96, 97. Alors, c'est extrêmement important et on en aura d'autres. Ce qui est important dans l'approche qui est faite ici au Centre d'amitié, c'est que non seulement on combine l'approche de première ligne, donc les soins qu'on connaît dans le réseau de la santé québécois, mais on y va avec l'approche traditionnelle aussi. Donc, roue de la guérison, roue de la médecine, une approche qui est plus traditionnelle. On combine le tout et on le fait d'une façon qui est culturellement adaptée, qui est sécurisante. Et vous savez, on a fait beaucoup d'annonces où on parle de sécurisation culturelle, et tout à l'heure, Edith et moi, on en parlait. C'est difficile de mettre des mots pour décrire ce que c'est la sécurisation culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Je pense qu'ici, c'est un bel exemple, c'est une belle façon de mettre une image forte sur ce que c'est. C'est un endroit où les gens se sentent en sécurité. Ils sont habitués de recevoir d'autres services. On a un service de garde. Il y a beaucoup d'autres belles choses qui sont faites ici. Et là, on va continuer de donner un service de première ligne. Alors, vraiment, très heureux d'être ici. Merci, Christian, de nous permettre de faire cette belle annonce qui est du concret pour nous. Ce n'est pas terminé. Il y aura d'autres annonces, comme vous savez, en matière de sécurisation culturelle, en matière de réponse aux appels à l'action. La commission Vien. Alors, très heureux. Merci, Edith, de nous recevoir dans vos bureaux. Et moi, j'ai espoir qu'avec cette annonce aujourd'hui, on va donner de meilleurs services, non seulement aux membres des Premières Nations qui vivent en milieu urbain, non seulement aux membres des Premières Nations qui sont en transit, on sait que c'est un endroit de transit, Val-d'Or, mais aussi aux clientèles vulnérables qu'on a à proximité des lieux. On peut penser à la clientèle itinérante, donc aux clientèles vulnérables. C'est encore une fois un bel exemple du vivre ensemble. Merci beaucoup, Edith. Merci beaucoup, M. Lafrenière. Je céderai maintenant la parole à M. Christian Dubé. Alors, M. Lafrenière, mesdames et messieurs, et tous ceux qui ont voulu se déplacer ici aujourd'hui, que j'apprécie beaucoup, je suis vraiment très heureux de participer à cette initiative-là qui vient, en fait, confirmer par des mesures concrètes nos efforts pour rendre, en fait, les services encore plus inclusifs pour tous les membres des Premières Nations et des Inuits. En fait, depuis plusieurs mois, les équipes du ministère de la Santé et des Services sociaux travaillent en collaboration avec celles du Secrétariat aux Affaires autochtones pour vraiment changer les choses.
mon collègue Yann Lafrenière et moi-même avons à cœur de tout mettre en œuvre pour améliorer l'accessibilité des services et tout particulièrement ceux de la santé et des services sociaux afin qu'ils soient, je dirais, culturellement sécurisants et offerts, en fait, offerts à tous ceux qui en ont vraiment besoin. Est-ce que je crois que convaincu que le décès de Mme Echaquan, qui nous a tous et toutes profondément secoués à l'automne dernier, nous a mobilisés pour consolider l'initiative des projets qui étaient en cours, mais surtout pour développer d'autres mesures afin que les interventions puis les pratiques soient respectueuses et exemptes de préjugés. Récemment, mon collègue et moi avons d'ailleurs procédé, comme Yann l'a dit, à non seulement des annonces, mais des mesures concrètes puis des efforts collectifs de sécurisation culturelle pour un montant global de 15 millions sur 5 ans. Les initiatives additionnelles que vient de nous présenter M. Lafrenière s'inscrivent donc dans la continuité de ces efforts-là et s'adressent plus particulièrement aux Autochtones qui vivent en milieu urbain. On sait que plusieurs des membres des Premières Nations et Inuits habitent en ville, que ce soit en région ou dans les plus grands centres. L'initiative qui est menée par le territoire de Val-d'Or se veut donc exemplaire, comme le dit Yann, en quelque sorte. Le second chantier soutenu dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui permettra d'élargir ce modèle d'intervention qui est novateur à d'autres villes à travers le Québec, en tenant compte cependant des réalités différentes, ce qui continue, ça aussi, une très bonne nouvelle. Je tiens à souligner l'apport important des organisations communautaires autochtones en milieu urbain qui travaillent, je dirais, de longue date à améliorer les conditions de vie des personnes autochtones en milieu urbain à partir d'un travail de proximité. Les connaissances, le savoir-faire, ainsi que les valeurs autochtones se doivent d'être valorisées et accueillies au sein de notre réseau dans un contexte de collaboration avec les communautés de chaque territoire qui sont des partenaires incontournables pour l'amélioration non seulement de l'accessibilité, mais aussi de la qualité des services. Je remercie tous les partenaires concernés par ces projets, dont le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, mais aussi les communautés des Premières Nations de la région. Je dirais qu'en terminant, je veux dire un grand merci encore une fois à M. Lafrenière pour son engagement dans la dernière année auprès des communautés des Premières Nations et Inuits. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, j'en conviens, mais je suis persuadé que nous sommes sur la bonne voie pour rendre le Québec encore plus inclusif pour tous. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Dubé, je céderai maintenant la parole à Mme Cloutier. Merci. Monsieur le ministre Lafrenière, ministre Dubé, Caroline Roy du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, Oscar Kistabiche, notre président du conseil d'administration, Tania Sirois, ma collègue du regroupement des centres d'amitié autochtones, Dr François Venn, bonjour, et les représentants des médias. Kwe Wadja, bonjour, Mino Pijak, bienvenue en territoire traditionnel Anishinaabe, celui de mes ancêtres, un territoire non cédé. Aujourd'hui, l'annonce des ministres Dubé et Lafrenière marque un jalon historique dans les relations entre le Québec, les centres d'amitié autochtones, les Premières Nations et les Inuits. Cette annonce est historique car elle reconnaît le pouvoir et le potentiel de changement du travail collaboratif dans la recherche de solutions tangibles aux inégalités en matière de santé. Cet engagement gouvernemental est aussi historique puisqu'il met de l'avant une volonté commune de rebâtir une confiance brisée, de retisser des liens fragilisés et de guérir des blessures encore trop vives. Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or est un organisme communautaire et citoyen
dont la mission première est d'améliorer la qualité de vie des hommes, des femmes et des familles autochtones. En lui accordant les moyens de consolider pour les années à venir son offre de services de première ligne, le gouvernement du Québec pose ainsi un geste concret en faveur de notre clinique en santé autochtone, la clinique Minoé, en la sortant de l'ombre, en la rendant visible et en l'inscrivant formellement dans l'offre de services publics du Québec. Notre clinique en santé autochtone, la première du genre au Québec, est ouverte depuis 2011 et elle s'est construite à l'enseigne de l'innovation sociale et de l'audace institutionnelle. Elle prend sa source dans un partenariat majeur entre le CI3S de l'Abitibi-Témiscamingue et le Centre d'amitié. Les services médicaux et les soins infirmiers sont assurés par un médecin, le docteur François Venn, que nous remercions du fond du cœur pour son engagement envers notre communauté, et une infirmière du CISAT. L'équipe médicale ne travaille pas en vase clos. Elle est en effet intégrée à l'équipe multidisciplinaire du Centre d'amitié, composée notamment d'intervenants sociaux, d'éducatrices spécialisées, d'une psychoéducatrice, de conseillers cliniques et d'organisateurs communautaires. Tous ces professionnels interagissent continuellement afin que leurs initiatives auprès de la population autochtone de tout âge et genre demeurent en toutes circonstances culturellement pertinentes, sécurisantes et signifiantes. Nous sommes ravis d'annoncer que dès le 11 juin prochain, s'ajoutera une offre de services en périnatalité sociale autochtone. Une clinique mère-enfant, sans rendez-vous, ouvrira ses portes aux mamans, aux femmes enceintes et aux bébés pour des consultations médicales et éventuellement des suivis de grossesse. Encore là, je remercie les docteurs Balou, Steve et Cora de contribuer à accroître à la fois à la qualité des services et leur accessibilité, et ce, dans le respect de nos valeurs et de manière de faire. Notre clinique se distingue également par le croisement qu'elle instaure, ministre Lafrenière l'a souligné, entre les services médicaux et les services culturels de soins et de guérison traditionnels, en phase avec les enseignements et les savoirs de nos aînés. Ces différents programmes reposent sur des valeurs d'harmonie, de réconciliation et de réciprocité et s'incarnent dans le Minopi-Madiziwin, un concept Anishinaabe d'équilibre et de mieux-être. Cette clinique est aussi le résultat d'une collaboration de tous les instants avec l'équipe de recherche du réseau Dialogue, placée sous la direction de la professeure Carole Lévesque de l'Institut national de la recherche scientifique. Les travaux conjoints réalisés sur une décennie ont permis de mettre en œuvre une véritable démarche de sécurisation et d'équité culturelle au sein de notre centre d'amitié et de constituer aussi de nouveaux corpus de connaissances scientifiques et autochtones et de favoriser l'acquisition de nouvelles compétences de la part du personnel. Cette clinique, pensée et créée pour, par et avec les Autochtones, est une manifestation claire et sans équivoque de réappropriation identitaire, d'une prise en main de notre propre destinée et d'une volonté de combattre le racisme et la discrimination sous toutes ses formes. Enfin, cette clinique, à l'instar d'un réel projet de société, trouve sa pleine signification dans l'objectif d'offrir aux enfants, aux jeunes, aux femmes et aux hommes autochtones des moyens d'acquérir une plus grande maîtrise sur leur vie et leur santé et des outils pour qu'ils et elles puissent s'inscrire collectivement comme des acteurs et actrices de changement et de justice. Kitchimigwich. Merci beaucoup, Mme Cloutier. Je vais maintenant céder la parole à Mme Caroline Roy. Bonjour. Oui. Monsieur le ministre Lafrenière,
Monsieur le ministre Dubé, Madame Cloutier, Monsieur Kistabiche, Monsieur Arnois, Madame Sirois. Cette annonce en Abitibi-Témiscamingue, c'est l'aboutissement d'un partenariat enrichissant entre deux organisations, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue et le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Deux organisations qui ont appris à se connaître, qui se sont rapprochées, qui ont appris à s'apprécier et bénéficier des connaissances et expertises de l'autre et s'enrichir mutuellement. C'est de la même façon que nous allons poursuivre le déploiement de notre projet qui contribue au rapprochement entre deux cultures qui sont présentes sur le même territoire avec une volonté d'autonomie des Autochtones quant aux soins de santé et services sociaux pour les Autochtones, par les Autochtones. Cette nouvelle offre de services bonifiés sera à terme composée à la fois de services classiques, tout en intégrant les savoirs des premiers peuples et une approche mieux adaptée aux concepts autochtones de santé et de bien-être. En regard de la mission du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, je porte réellement l'objectif de faire en sorte que les personnes issues des Premières Nations qui sont présentes sur notre territoire consultent davantage et aient accès aux services en toute confiance lorsqu'ils ont un besoin en santé et services sociaux. Je porte aussi l'objectif que l'on puisse dire dans quelques années que les Autochtones présents sur le territoire régional auront un état de santé comparable à tous les autres Témiscabitibiens. Avec cette annonce, c'est une volonté affirmée de notre gouvernement d'atteindre ces deux objectifs. Merci. Miigwech. Madame Roy, je vais maintenant céder la parole à Madame Tania Sirois du regroupement des centres d'amitié autochtones. Oui, bonjour, Monsieur le ministre Dubé, Monsieur Lafrenière, chers collègues du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, ainsi que tous mes collègues au sein du mouvement des centres d'amitié autochtones au Québec. Aussi, une salutation à notre aîné, qui est non seulement président du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, mais Oscar. Donc, je te salue, Oscar. Et toute personne à l'écoute, je vous souhaite un bon matin. Koué. Le regroupement des centres d'amitié autochtones est fier de participer à cette annonce historique pour le mouvement des centres d'amitié. Au cours des 15 dernières années, nos collègues du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or ont tracé un sentier important pour assurer un continuum de services aux Autochtones en milieu urbain. Cet investissement du gouvernement du Québec est l'aboutissement de plusieurs années de travail. Cet aboutissement-là s'inscrit aujourd'hui dans cette lignée et permettra la mise en œuvre d'actions concrètes en matière de services de première ligne pour les premiers peuples de toute nation au Québec et dans plusieurs villes. Ce matin, le gouvernement du Québec vient renforcer sa reconnaissance du rôle essentiel des centres d'amitié autochtones grâce à des collaborations locales qui vont prendre en compte les spécificités de chaque milieu. Le gouvernement du Québec et les centres d'amitié autochtones deviennent conjointement responsables de répondre en grande partie aux besoins des Autochtones dans les différentes villes au Québec. Cela permettra de réduire les inégalités sociales que les peuples autochtones vivent depuis maintenant trop longtemps. Cette annonce est également un premier pas, certes un pas très important, vers un véritable changement. Avec cet investissement qui soutient les services directs à la population autochtone des villes, le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre du Secrétariat aux Affaires autochtones contribuent à l'amélioration des conditions de vie des femmes, des hommes et des enfants autochtones et au mieux-être des familles. Les citoyens autochtones auront davantage accès à des services dont ils ont besoin, et ce, dans un environnement sécuritaire qui contribuera à leur épanouissement. Cet investissement aura bien sûr des retombées immédiates, mais également des impacts sur la vie de nombreuses familles et de personnes à long terme. C'est à quoi que nous devons tous aspirer comme société québécoise. Au cours des dernières décennies, le regroupement des centres d'amitié autochtones a été témoin et a participé à plusieurs commissions d'enquête, commissions parlementaires, des reportages, des témoignages. On a contribué à l'élaboration de recommandations, d'appels à l'action. Et c'est avec tout ce bagage que nous avons proposé des solutions innovantes au gouvernement. Nous avons travaillé avec acharnement, sans toutefois renier notre histoire, sans oublier les drames de notre mémoire et dans nos cœurs, et surtout sans effacer les tragédies encore trop présentes en 2021. Nous n'oublierons jamais, et c'est pour cette raison que nous voulons casser cette roue
Nous voulons briser les cycles et offrir par l'intermédiaire de l'action des centres d'amitié autochtones des solutions par et pour les Autochtones, mais également en partenariat avec le réseau public. Enfin, en misant sur les centres d'amitié autochtones comme porte d'entrée des services destinés aux Autochtones, ainsi que comme partenaire dans la planification, dans la conception et la prestation des services, nous mettons en place des conditions gagnantes pour des réels changements. Pour finir, je tiens à remercier encore une fois le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Dubé, et le ministre Lafrenière, ainsi que leur équipe pour cette belle annonce d'aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, Mme Sirois. Juste avant de passer à la période de questions, je vous mentionnais que M. Lafrenière et Mme Cloutier seront disponibles pour des entrevues individuelles. Donc, on va débuter avec les questions en français dans la salle. Je vous demanderai de vous limiter à une question, une sous-question. Vous présentez au micro, vous identifiez ainsi que d'identifier votre média, s'il vous plaît. Vincent Tremblay, TVA Abitibi-Témiscamingue. Peut-être une question pour M. Dubé. Quel est l'impact de cet investissement de 12 millions à Val-d'Or aujourd'hui? Est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Ah bon, OK. Excusez-moi, je me demandais s'il y avait un problème de son. Non, je dis non seulement, je pense que ça vient, comme l'a bien expliqué Mme Sirois, vient appuyer déjà une démarche qui est en place dans le centre d'amitié, là, qui est vraiment la base ici à Val-d'Or, mais qui, pour moi, et c'est pour ça que le ministère de la Santé a travaillé avec M. Lafrenière pour être capable d'étendre cette expertise-là et cette approche-là à d'autres centres d'amitié au Québec. Donc, je pense qu'on vient consolider une approche à Val-d'Or avec cette annonce-là, mais on vient aussi pouvoir l'appuyer à la grandeur du Québec. Peut-être une sous-question. Vous avez rencontré M. Dufour, Émilie Lessard-Terrien, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Quelles actions vont être prises justement pour éviter une crise dans le système de la santé ici en Abitibi? Écoutez, j'ai eu la chance, c'est pas la première fois, avec Caroline, qui est avec nous aujourd'hui, de travailler pour l'appuyer dans son plan d'action. Vous le savez, l'Abitibi, malheureusement, n'est pas la seule région au Québec qui a des enjeux de ressources humaines en termes de notre réseau de la santé. Caroline, il y a plusieurs mois, nous a présenté un plan que l'on discute régulièrement. Je pense qu'une de nos dernières rencontres qu'on avait hier, on fait le suivi sur le plan d'action de notre PDG, qui fait d'ailleurs un excellent travail. On travaille sur plusieurs aspects, l'aspect des ressources humaines pour un, mais vous savez, moi, ce que je me rends compte, plus on avance dans le plan d'action de Caroline, là, puis avec le leadership de Pierre Dufour, qui est le ministre responsable pour la région d'Abitibi, Témiscamingue, je pense qu'il est important d'aller plus large que la santé, parce que lorsqu'on a des problèmes d'attraction, puis je vous donne cet exemple-là, de problèmes d'attraction de main-d'œuvre, mais c'est pas juste un enjeu salarial, ça peut être un enjeu qui peut être complété par le ministère du Travail, peut être un enjeu qui peut être complété par le ministère de l'Immigration pour aller chercher du personnel à l'extérieur du Québec. Ça peut être par le ministère, par exemple, de l'Habitation pour aller donner des conditions d'accès à des... excusez-moi, il y a du bruit dans l'endroit où je suis. Là. Mais donc, c'est un effort, désolé pour le bruit, c'est un effort concerté de tout notre gouvernement qu'on a décidé d'appuyer Caroline dans son plan d'action. Puis ce que je me suis engagé à faire pour Pierre Dufour, puis à toute l'équipe de députés là, de tout parti, là, que ce soit de notre gouvernement ou des autres partis, de faire le suivi régulièrement, comme on le fait hier avec Caroline au cours des prochains mois pour voir comment on avance, pour être capable de donner un grand support au niveau des ressources humaines. Marc-André Landry, Radio-Canada Abitibi. Peut-être une question pour le ministre Dubé. Comment se décline l'argent qui est annoncé aujourd'hui? Est-ce que ça assure un financement à périn des projets comme celui à Val-d'Or, ce qui est demandé depuis plusieurs années?
Écoutez, moi, j'aimerais bien mieux que celui à qui on a autorisé l'argent, c'est-à-dire le ministre aux Affaires autochtones qui vous donne le détail de ça. Mais je veux juste vous dire, c'est un deuxième investissement majeur. Le premier, c'est lorsqu'on a annoncé les mesures en sécurisation culturelle, c'était 15 millions et ça, c'était suite justement au décès très malheureux de Mme Chakwan, qui était important pour nous d'annoncer comment on allait être concrètement en termes de formation. Mais là, ce qu'on vient de faire, là, c'est 27 millions. J'aimerais ça peut-être qu'Ian vous donne quelques détails là-dessus, parce que c'est vraiment eux qui vont avoir la chance d'administrer avec les gens qui ont pris la parole aujourd'hui comment on va le faire, mais peut-être prendre quelques minutes avec Ian. Merci beaucoup, Christian. Alors, c'est un 12 millions sur une période de 4 ans. Et vous allez me demander pourquoi 4 ans. Lorsqu'on a eu l'enveloppe de 200 millions pour le programme G-Espoir, c'était sur une enveloppe de 5 ans. Alors, il nous reste 4 ans à cette enveloppe. Et tout à l'heure, j'en discutais justement avec Edith. Ce besoin de stabiliser le financement, on le comprend très bien, on y travaille. Aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est 12 millions sur 4 ans. Et c'est ce que l'enveloppe nous permettait. Et comme mon collègue Christian Dubé le mentionnait, ce n'est pas la première annonce qu'on fait en santé et services sociaux. On est rendu à près de 50 millions dans le cadre du programme G-Espoir, qui est une réponse directe aux appels à l'action de la Commission Vie. Peut-être une sous-question pour M. Dubé. Quel message vous lancez aux Québécois aujourd'hui avec le déconfinement qui s'accélère? Est-ce que vous avez des craintes par rapport à la perception que les gens vont avoir d'une journée comme aujourd'hui par rapport au respect quand même des consignes qui sont toujours en place? Bien, écoutez, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une très belle annonce avec ce qu'on annonce pour les populations autochtones, inuites, mais vous avez raison de parler un petit peu de déconfinement parce que ça affecte tout le monde. Je pense que tout le monde a vu le message qui était très clair du premier ministre ce matin. Ce qu'on dit, c'est premièrement aux Québécois, un grand merci pour l'effort qui a été fait. Ça, c'est la première chose. Puis, c'est normal que tout le monde a hâte d'aller dans une terrasse ce soir. Je pense que c'est tout à fait normal. On l'a mérité, je veux le dire comme ça. Mais ce que le premier ministre a dit aussi, je pense que c'est important, il faut rester prudent. Il faut avoir un déconfinement prudent parce que vous allez le voir au cours des prochaines semaines, il faut continuer. Le premier ministre a dit 2 missions. S'assurer qu'on continue de respecter les mesures sanitaires parce que ça doit être un confinement graduel. Le déconfinement, il doit être graduel. On l'a vu dans les pays où ça s'est fait trop rapidement, qu'il a fallu revenir en arrière et il n'y a personne qui veut aller là. Donc, un déconfinement graduel, prudent. La deuxième chose, c'est important que les gens aillent se faire vacciner. Ça va très bien dans notre programme de vaccination, mais on en est seulement à compléter la première dose. Et le premier ministre a été très clair ce matin dans son message. Il faut non seulement finir la première dose dans toutes les catégories d'âge, ce qu'on est en train de faire, puis ça va très bien. Il faut continuer, on n'a pas fini. Et deuxièmement, il faudra au cours de l'été, comme on s'y est engagé, avoir l'essentiel de la population qui soit vaccinée avec la deuxième dose. Et là, on aura vraiment gagné notre ciel parce qu'on a fait les efforts. Maintenant, il faut se faire vacciner, mais tout en continuant de respecter les mesures. Donc, c'est une très belle journée. Excusez pour le bruit encore, mais il faut continuer à faire les efforts qu'on fait parce qu'on a le droit d'avoir un bel été et un retour en classe et un retour au travail au mois de septembre dans les meilleures conditions possibles. Pierre-Olivier du journal Le Citoyen à Val-d'Or. Ma question est pour Mme Cloutier. Mme Cloutier, on parle d'une clinique de prénatalité qui va s'installer ici dans le centre d'amitié autochtone. Qu'est-ce que ça va amener pour la population urbaine à Val-d'Or, surtout considérant que le peuple autochtone a un taux de fertilité beaucoup plus élevé que celui des non-autochtones? La clinique en santé autochtone est opérationnelle depuis 2011. Nous avons le docteur François Venn qui offre des services médicaux généraux. Et donc, oui, le 11 septembre, le docteur Balou, Steve et Cora vont ouvrir une clinique en périnatalité sociale. Donc, on vient
élargir l'offre de services. Le but, c'est de rendre accessibles les services de soins, de santé, de première ligne aux Autochtones et dans un environnement qui est celui du Centre d'amitié autochtone et de le faire dans le respect des valeurs, des manières de faire des Autochtones. Et on le voit déjà avec la clinique médicale qu'on opère au Centre d'amitié autochtone, que les gens viennent nous rencontrer, viennent rencontrer le médecin. Le médecin va à la rencontre des gens en dehors des murs du Centre d'amitié. Donc, c'est vraiment une approche de proximité qui est culturellement pertinente et sécurisante. Ma sous-question est pour M. Lafrenière. Vous avez parlé de sécurité culturelle un peu. À quel point c'était important aussi d'intégrer ce concept dans l'annonce que vous avez faite aujourd'hui? Extrêmement important. Merci pour votre question parce que tantôt, je l'ai dit, on cherche souvent à définir le terme sécurisation culturelle. Et je pense que j'ai un bel exemple à partir d'aujourd'hui pour le mentionner. Ce que ça veut dire, c'est de venir dans un lieu où les Premières Nations sont habituées d'aller. Alors, ils connaissent les lieux, ils viennent ici. Il y a des gens qui les connaissent, qui les reconnaissent au niveau de la langue, au niveau de la culture. Alors, c'est sécurisant pour eux. Avec mon collègue Christian Dubé, on a réussi à faire des annonces dès le départ. La première annonce du plan GESPOR, c'était en matière de santé et services sociaux. Sécurisation culturelle, c'est important pour nous. Alors, on va le faire dans l'ensemble du milieu de la santé. Puis je remercie Christian Dubé pour ça. Mais aujourd'hui, on a un exemple concret de sur le terrain, avec un organisme du terrain, comment ça se matérialise. Et en passant avec une dame qui est impliquée dans ce milieu depuis de nombreuses années, si mes sources sont encore bonnes, je pense que dans quelques jours, ça va faire 32 ans. 32 ans qu'Édith s'implique ici. C'est vraiment quelque chose. Bravo, Édith. Merci beaucoup. On est prêt à passer aux questions en virtuel. Je vois qu'il y a déjà des mains levées. On peut débuter avec Fanny Lévesque, La Presse. Oui, vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Parfait. Alors, une petite question pour qui aura la réponse. Là, quand vous dites que vous voulez que l'initiative de Val-d'Or fasse des petits, à quelle région vous pensez? Est-ce que Tania, vous voulez... Moi, je sais pour vous dire que de mon côté, allez-y, Tania, je vais compléter. Parfait. Ben oui, tout à fait. Ben c'est dans cette optique-là qu'on travaillait que le Centre d'amitié a monté un modèle d'innovation sociale. Donc, on travaille présentement avec les différents centres d'amitié et bien sûr les CIS et les CIUS des différentes régions. C'est ça la beauté de ce projet-là. C'est vraiment un projet de collaboration entre le réseau de la santé, du réseau public québécois et les centres d'amitié autochtones du Québec. Donc, on est présent dans différentes régions, que ce soit la région de la Capitale-Nationale, la Côte-Nord, l'Abitibi-Témiscamingue, bien sûr, le Grand Montréal, l'Outaouais avec Maniwaki, la Mauricie, le centre du Québec, et il y a aussi le Saguenay, le Lac-Saint-Jean et tout ça, et le nord du Québec. J'espère que je n'ai pas oublié aucune région, là, mais on travaille quand même, là, le réseau des centres d'amitié, c'est quand même 13 centres d'amitié partout au Québec. Donc, on s'est assuré que les CIS et les CIUS ont collaboré avec les centres d'amitié pour justement travailler sur des projets qui ont une spécificité locale. Pour nous, c'était extrêmement important qu'on sait que les réalités de Val-d'Or ne sont pas les réalités de Montréal, ne sont pas les réalités de Sept-Îles et ne sont pas les réalités, exemple, de Saguenay. Mais nous, on voulait s'assurer que ces projets-là collent sur les spécificités locales pour être sûr que ça réponde efficacement et d'une façon optimale aux besoins des Autochtones qui sont présents dans ces régions-là. Merci. Je dirais que ce qu'on voulait, Mme Lévesque, c'est justement que ça vienne des gens du milieu. Ce n'est pas le système, ce n'est pas à nous de l'imposer. On veut que ça vienne des gens du milieu. On veut que l'exemple de Val-d'Or soit répété ailleurs. Alors, on est très ouvert pour l'ensemble des régions. Parfait, merci. Je voudrais vous entendre, soit M. Lafrenière ou M. Dubé. Je sais que vous avez une certaine réserve par rapport à ça, mais quand même, sur ce qui est ressorti jusqu'à présent des audiences de l'enquête publique du coroner sur Joyce Echaquan, quelles sont vos impressions sur ce qu'on entend jusqu'à présent? Excusez-moi, Yann, c'est parce qu'il y a beaucoup de bruit où je suis en ce moment. Je suis désolé, là, mais Yann, veux-tu commencer, puis je pourrais compléter, si tu veux. Oui, absolument. Merci, merci Christian. Écoutez, on suit de façon très attentive ce qui se passe dans cette enquête du coroner qui à chaque jour nous dévoile des informations. Bien entendu, c'est une enquête qui est complètement indépendante. On ne veut pas s'immiscer là-dedans. Je dois vous avouer que je suis de très, très près et je suis de très, très près aussi avec la famille de Joyce, avec entre autres Carole Dubé.
On a su récemment qu'il y avait eu des événements très troublants là, pour sa famille, pour ses proches. Alors, on l'accompagne, on le suit, mais pour l'instant, je ne fais pas vraiment de commentaires sur l'enquête, mais on le suit de très près. Christian. Peut-être le commentaire en complément de ce que Yann vient de dire, là, je pense qu'on a depuis le début, puis je l'ai dit, comme on le fait souvent dans des enquêtes, que ce soit des affaires autochtones ou autres, moi, je veux beaucoup de transparence dans notre ministère, puis j'ai demandé à ce que toutes les personnes qui peuvent participer à faire la lumière sur ce qui est arrivé soient là. Moi, je crois que c'est un devoir de mémoire. Je me souviens en avoir parlé avec le chef Ottawa dans les premiers jours qui ont suivi. C'est ce qu'on doit à Joyce, à sa famille, c'est d'avoir une collaboration à l'enquête. Et c'est le seul commentaire que je ferai pour le moment, parce que à écouter ce qui se dit au cours des derniers jours, je pense que la lumière doit être faite sur ce qui est réellement arrivé. Puis je pense que c'est ce que j'ai demandé à notre réseau et à tout le personnel, c'est de faire la lumière sur ce qui est arrivé puis de le faire de façon transparente pour qu'on le doive à la mémoire de Mme Echaquan. Merci. Merci beaucoup. Je ne vois plus de mains levées sur l'application pour des questions en français. Est-ce qu'il y a des questions en anglais dans la salle?